Bien. Europe 1, 11h, 13h. Hélène Zélani et vous. Alors on s'approche lentement mais sûrement de la fin de l'année, on fait le bilan de 2023, on se projette sur 2024 avec souvent plein de bonnes résolutions qu'on va tenir ou pas. On en parle avec le professeur Michel Lejoyeux. Bonjour. Bonjour et c'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Vous êtes notamment président de la Commission nationale de psychiatrie, auteur du livre En bonne santé avec Montaigne, qui vient de sortir en livre de poche. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors vous nous dites en gros que le philosophe Michel de Montaigne, au XVIe siècle, lui-même d'ailleurs souffrait de mélancolie, et bien que Montaigne peut nous aider à aller mieux et avoir la vie plus rose que grise. Ah oui, et notamment vous parliez des résolutions. Vous voyez, c'est un bon moment pour ne pas faire des résolutions générales. L'année prochaine, je serai plus gentil, je serai plus calme, je serai plus sociable. Tout ça n'est pas mesurable, n'est pas spécifique. Moi, ce qui m'a plu avec Montaigne, c'est qu'il propose des choses très concrètes. Passer un peu plus de temps avec dans son jardin, passer plus de temps avec ses meilleurs amis, avec ceux qui comptent dans sa vie. Donc prenons des petits objectifs très concrets, très mesurables et surtout cohérents avec ce qu'on est. Vous voyez, si demain je me dis en 2024 je fais de l'haltérophilie, je vais pas y arriver. Vous voyez, c'est pas cohérent ni avec mon physique ni avec ce que j'ai fait. Peut-être vous y arriverez évidemment parce qu'à Europe 1 vous êtes tous des athlètes. Bien sûr, mais évidemment. D'ailleurs, on fait déjà de l'haltérophilie, n'est-ce pas? Ah oui, Mickaël, totalement, tous les soirs. Moi, ce que je trouve très intéressant dans votre livre, et d'ailleurs étonnant, on dit contre-intuitif aujourd'hui, c'est que finalement, ce qu'écrivait Montaigne au XVIe siècle est très actuel, est totalement applicable à notre vie aujourd'hui, envahie de réseaux sociaux, d'addictions en tout genre. C'est ça qui est très frappant finalement. C'est, comme vous dites, particulièrement contre-intuitif. Vous voyez, à l'époque où on se dit, plus on a de relations, notamment en ligne, et plus on est heureux, Montaigne dit, alors il exagère, moi dans mon livre j'ai donné un conseil avec 3 amis. Montaigne dit, il ne faut avoir qu'un ami. Si vous avez 2 amis et qui vous demandent des choses contradictoires, vous ne saurez pas auquel des 2 répondre. Donc il dit on a toujours trop d'amis et il incite à faire, et je donne des exercices comme ça dans le livre, un bilan d'amitié. C'est-à-dire au fond, est-ce qu'on passe du temps avec les gens qui comptent vraiment ou est-ce qu'on se disperse avec des gens qui ne comptent pas? Est-ce qu'on est avec celui, comme disait Montaigne, qui disait parce que c'était lui, parce que c'était moi, et vous savez que lui c'était Étienne de la Boétie, son ami de cœur. L'amitié authentique, ça c'est très important dans les écrits de Montaigne et c'est très important pour nous tous. Il dit aussi qu'il faut s'entraîner à être moins sensible. Je voulais savoir ce qu'il voulait dire par là. Oui, il disait qu'au fond, dans une culture, vous voyez, où on muscle sa perméabilité à l'émotion, sa capacité à tout recevoir, il dit qu'il faut aussi apprendre un peu à endurcir son esprit et à ne pas s'émouvoir de tout. Il y a un exemple, il dit, il y a une chose qui nous rend moins sensibles, c'est une qualité que personne ne veut spontanément défendre, c'est l'oubli. Vous voyez, si on profite de la fin d'année pour faire un bilan de l'année qui s'est passée, avec toutes les catastrophes de l'actualité, avec les catastrophes personnelles, soyez tranquilles, au bout de quelques minutes, on va tous être effondrés. Ouais, Montaigne dit, les couples qui tiennent, les personnes qui restent de bonne humeur, sont ceux qui, bien sûr, ne sont pas amnésiques des grands événements, mais sont capables de cultiver une part d'oubli. Quand il dit s'entraîner à être moins sensible, il dit attention à l'excès d'empathie. Pourtant, l'empathie, c'est très à la mode. On a l'impression que c'est plutôt une qualité, l'empathie. Alors vous allez me dire, c'est peut-être l'excès qui fait la différence ? C'est bien sûr l'excès qui fait la différence. Et voyez, au fond, l'empathie, oui, mais il y a une sorte d'empathie généralisée, d'effondrement permanent qui n'est pas productif. Vous voyez, il y a, si je devais le dire à la façon de Montaigne, il y a l'empathie triste qu'on n'est pas obligé de cultiver. Montaigne disait, la tristesse n'est pas une qualité dans la vie. Vous voyez, et moi en tant que psychiatre, j'ai tellement envie de dire ça en consultation, je n'ose pas le dire, donc je l'ai écrit
écrit dans mon livre. Vous voyez, mais c'est pas formidable d'être tout le temps triste, d'être tout le temps morose. C'est pas ce que vous faites sur votre radio. Vous voyez, Europe 1 n'est pas tout le temps morose. Ils ont bien raison de ne pas l'être. On essaye. Au fond, l'empathie découragée qui, à chaque émission, va vous donner toutes les raisons d'aller mal, n'est pas une qualité morale. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur cette citation des Essais de Montaigne qui va tout à fait dans ce sens. La plus expresse marque de la sagesse, c'est une réjouissance constante. Oui, tout se passe comme si aujourd'hui, notamment avec une actualité qui ne nous y incite pas, on n'était crédible que si on était effondré, accablé, pessimiste. Vous savez, Montaigne préfigure notre grand philosophe français, notre autre grand philosophe français qui était Alain, qui avait dit une phrase indépassable. Le pessimisme est de nature. Il suffit de regarder l'actualité, tout nous pousse à être pessimiste. L'optimisme est de combat. Ce combat pour l'optimisme, sachant que on est naturellement pessimiste, c'est quelque chose qui fait du bien et qu'on peut entraîner au quotidien. C'est vraiment possible, même quand on va pas très bien, de s'entraîner à être optimiste. J'aimerais bien que vous nous donniez la méthode. Alors, d'abord, pour s'entraîner à être optimiste, il faut être sûr qu'on n'est pas malade. J'enseigne la médecine, j'exerce la psychiatrie et je fais la différence, comme le fait Montaigne, entre ce qu'il appelle la tristesse et le chagrin. On pourrait dire aujourd'hui, entre la tristesse réactionnelle, l'émotion en réaction aux événements, et les maladies dépressives. Quand on a une maladie dépressive, c'est-à-dire quand on a une perte d'envie, une perte d'énergie, une perte d'estime de soi, là, il faut être aidé. Mais quand c'est simplement une émotion, on peut faire des expériences positives qui vont redonner de l'optimisme. Vous voyez, vraiment, faisons la différence entre les deux. Et Montaigne le dit très bien. Si on confond tristesse banale et chagrin effondré, là pour le coup, on va dire à quelqu'un qui est malade d'une dépression, fais un effort et c'est complètement inadapté. Alors, expérience positive, ça a retenu mon attention et j'ai bien l'intention de vous demander d'être un peu plus précis, de nous donner des exemples. Mais on va d'abord marquer une petite pause. Vous restez avec nous, professeur Lejoyeux. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions? Parlez de votre expérience. Parvenez-vous à les tenir, ces résolutions? Et vous nous appelez à ce numéro. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21. Hélène Zélani attend vos appels sur Europe 1 01 80 20 39 21. Nous parlons des bonnes résolutions pour 2024 avec le professeur en psychiatrie Michel Lejoyeux. Alors Michel Lejoyeux, juste avant la pause, vous parliez des expériences positives qu'on peut mener pour essayer de voir la vie du bon côté. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne en ligne Lily qui vient de nous appeler. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Vous avez quel âge d'abord? Bonjour. J'ai 27 ans. Vous avez 27 ans. Alors, l'émission, elle est autour des bonnes résolutions. Et quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024 ? Alors, je serais tentée de vous dire que j'aimerais bien faire plus de sport, manger mieux, etc. Mais je trouve que c'est quand même des injonctions à qu'on s'oblige en fait de prendre des bonnes résolutions, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'on ne les tient pas plus de 2 jours. Alors, du coup, vous n'en prenez pas ou vous essayez quand même ? J'essaye un petit peu, mais bon, je sais que ça dure pas plus de 2 jours, donc je les prends pas vraiment. Et c'est une période que vous appréhendez, cette fin d'année et toutes ces injonctions, ou finalement vous prenez ça avec du recul ? Je trouve ça quand même toujours un peu difficile, parce que quand on arrive à la fin d'une année, on se force à faire un espèce de bilan de l'année qui vient de s'écouler et de ce qu'on voudrait mieux faire l'année suivante, et je trouve ça toujours hyper difficile en fait. C'est vrai que c'est pas évident, professeur Lejoyeux. C'est vrai que ces injonctions, ça peut angoisser aussi certaines personnes. Alors, c'est d'autant plus angoissant, comme on le disait tout à l'heure, que c'est général. Faire plus de sport, c'est pas très précis, ça veut pas dire grand-chose. Il y a une étude récente qui vous donne une expérience de bonne humeur simple. Je marche 6 minutes rapidement. On l'a fait faire à des Allemands, à des Bavarois. Ils marchaient dans le froid pendant 6 minutes. On a mesuré leur niveau de bien-être avant qu'ils commencent à marcher et après leurs 6 minutes de marche. On s'est aperçu que leur niveau de bien-être augmentait de 30% après 6 minutes de marche rapide. Vous voyez, on peut plutôt
plutôt que se dire je fais plus de sport, se dire je rentre dans ma journée, 6 minutes de marche rapide, et pour savoir ce qu'a dit le docteur à la radio, si c'était vrai ou pas, je vérifie, j'estime mon niveau de bien-être avant et après la marche, et je vais voir au miracle qu'après ces 6 minutes, je me sens mieux dans mon corps et je me sens mieux dans mon esprit. Donc pas plus de sport, 6 minutes de marche par jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Lily qui préfère ne pas en prendre parce qu'elle a peur de ne pas les tenir, ces bonnes résolutions ? Eh ben, qu'il faut en prendre des toutes petites, qu'il faut en prendre des tenables, il faut pas faire de bilan de l'année, les bilans de couple, les bilans de vie, tout ça vraiment, c'est trop déprimant. Mais faire rentrer, et je vous en donnerai quelques autres petits exemples, quelques toutes petites expériences qu'on peut faire. Alors, si on veut les faire avant le 1er janvier, on les fait. Si on veut les commencer maintenant, évidemment, on les commence dès aujourd'hui. Des expériences dont on mesure rapidement un effet sur le bien-être du corps et de l'esprit. Lily, vous entendez ? Est-ce que vous vous préparez à faire 6 minutes de marche ? Alors, il ne fait pas très froid en ce moment, hein, mais bon... Vous allez... Oui, je pense que 6 minutes de marche par jour, c'est relativement tenable. C'est tenable et c'est vrai ce que dit le professeur Lejoyeux, peut-être ne pas mettre la barre haut tout simplement et se donner des petites ambitions. Oui, peut-être que finalement, se fixer des petits objectifs, c'est plus facile que se donner forcément une résolution à tenir sur toute une année. Bon, bah écoutez, merci en tout cas. Merci de votre appel, Lily. Professeur Lejoyeux, alors vous voulez nous donner d'autres exemples ? On est très preneurs parce que les 6 minutes, ça je crois que c'est très facile pour nous tous. 6 minutes de marche, c'est vraiment dans nos cordes et c'est, je pense, un minimum. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez nous donner ? Oui, une toute petite idée encore à Lily. Il faut commencer tout de suite. Une résolution, le 1er janvier, on a des chances de la tenir. Le 2, on perd 30% de chance. Le 3, 50%. Et le 4, l'histoire est complètement finie. Donc une résolution, on a de sens que si elle est tenue immédiatement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont on sait que ça fait du bien, c'est la capacité à déguster l'instant présent. On va une fois par jour. Cueille le jour, carpe diem. On va, une fois par jour, s'installer dans son fauteuil préféré, débrancher son téléphone. Pour un instant, on a le droit de ne pas écouter Europe 1, mais on les réécoute après, tout de suite après. On prend une musique qui accompagne, on prend une boisson qui accompagne, et on se concentre sur le temps, sur ses sensations. C'est ce qu'on appelle la capacité à vivre l'instant présent. On appelle ça aussi le mindfulness. Une expérience comme ça par jour, là aussi, c'est une manière de se reconnecter avec soi-même. Alors, et là, vous le faites, et globalement, tous les gens qui savent le faire, qui acceptent de le faire, vont mieux. Alors j'imagine que vous parlez d'une musique plutôt calme. Moi, je voulais vous faire entendre celle-là. Quel souci, montagne et la poésie. Quel souci, on est Voilà, c'est un petit clin d'œil qui date quand même de 1987. Quel souci, la Boétie, Claudia Phillips, parce que la musique, ça permet de se ressourcer, mais ça permet aussi de danser, de mettre de bonne humeur, et ça, même Montaigne le reconnaissait d'ailleurs. Absolument. Montaigne le reconnaît. Des chercheurs italiens viennent de faire une expérience étonnante. Ils vous proposent de manger une glace et d'estimer le niveau de sucre de la glace quand il vous faut écouter des musiques en même temps. Et ils se sont aperçus que plus la musique vous plaît, plus vous trouvez la glace sucrée. Donc, ce qui est important, c'est une musique qui vous plaît. Si vous avez envie d'écouter une musique de danse, vous écoutez une musique de danse. Si vous préférez une musique calme, surtout pas de prescription d'un morceau ou d'un autre. Il n'y a pas de morceau magique. Le morceau magique, c'est celui avec lequel vous êtes en phase. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que vous, à vos patients qui ne vont pas très bien, vous avez des conseils ? Alors vous disiez, écoutez de la musique, couper peut-être aussi avec les sollicitations extérieures, que ce soit le téléphone, les réseaux. Quand on ne se sent pas au mieux de sa forme là pour finir l'année, est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez nous donner ? Bougez vraiment. Aujourd'hui, on voit que ça mobilise les endorphines, que ça mobilise les neuromédiateurs, que ça améliore les capacités mnésiques. Donc bougez au minimum 6 minutes. Mais vraiment, la sédentarité est un poison. C'est un poison pour le cœur. C'est aussi un poison pour l'esprit. Plus que la musique, ce temps de concentration sur l'instant, qui peut être aussi une lecture. Et puis, troisième sujet, désintoxiquer sa vie. On a des toxiques de la bonne humeur. On a des produits qui nous font du mal et qui sont des faux amis. Le premier est le tabac.
Et le deuxième est l'alcool. Ce sont les plus banals, et ce sont des produits, pour ceux qui en consomment, qui donnent l'impression de détendre, de donner un petit coup de fouet, un effet euphorisant, mais bien sûr, quand on consomme un verre d'alcool de temps en temps, ça n'est pas déprimant, mais toutes les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool ou qui fument sont plus exposées à la dépression et évidemment à d'autres maladies. Donc c'est pas une mauvaise idée de faire le dry January, vous voyez. Voilà. Ça aussi, ça va être bon pour l'humeur. Alors, désintoxiquer sa vie, on va en reparler justement. Je voulais vous interroger là-dessus. Encore une petite pause, si vous le voulez bien, professeur Lejoyeux, et on va se retrouver juste après pour voir comment on peut désintoxiquer sa vie. Posez vos questions à notre invité. Dites-nous quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024. Avez-vous tenu celle de 2023? Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Hélène Zélani et vous, c'est tous les jours, 11h. 13h. 11h, 13h, Hélène Zélani sur Europe 1. Les bonnes résolutions pour 2024, c'est le premier sujet d'Hélène Zélani et vous. On attend vos appels au 01 80 20 39 21 avec votre invité Hélène, le professeur en psychiatrie Michel Lejoyeux. Alors, professeur Lejoyeux, on l'a dit, vous êtes professeur en psychiatrie, mais aussi en addictologie. Et vous disiez juste avant la pause qu'il était important de désintoxiquer sa vie, un sujet que vous connaissez très bien. Alors, on parle à la fois de cigarettes, d'alcool, mais aussi de drogue et aussi de réseaux. Oui, l'impact n'a rien à voir. Bien sûr, c'est la grande modernité. Je vois des gens qui me disent, dites-moi, j'ai un peu peur de regarder trop souvent mon portable avec une cigarette à la bouche ou en buvant trop d'alcool. 30% des hospitalisations sont dues à l'alcool. Le tabac intervient dans la moitié des cancers. Si vous regardez un peu trop votre portable, c'est pas la priorité sanitaire absolue. Ce qui est important, vous savez, je l'ai appris chez Montaigne, et c'est là où Montaigne nous apprend justement la bonne santé, c'est que nous avons une capacité à contracter des habitudes. Montaigne raconte une très jolie histoire dont je me sers en consultation, d'une dame qui tient un petit veau dans ses bras. Vous voyez, c'est attachant, c'est mignon, elle porte son veau. Et puis, elle prend l'habitude de garder ce veau, et à un moment, ça devient un bœuf. Et quand on porte un bœuf dans ses bras, ça devient lourd. Et Montaigne dit, c'est ça, notre capacité à prendre des habitudes. Quand on commence un comportement, il a tendance à se répéter. Quand on prend l'habitude de boire 2 petits verres le soir, on ne peut plus s'en passer au bout d'un certain temps. Quand on prend l'habitude de ne plus les boire, on ne peut plus non plus en reprendre, de même que quand on prend trop de sucre ou du tabac. Donc c'est le bon moment pour faire ce petit clic et passer d'une habitude toxique à une habitude de bonne santé. Pas si évident que ça, hein, quand on est addict, puisque vous travaillez beaucoup en addictologie aussi. Est-ce que vous conseillez plutôt dans ce cas-là d'être un peu radical et de passer, si on fumait un paquet par jour, par exemple, pour prendre la cigarette, d'arrêter, de passer par exemple à la cigarette électronique, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire progressivement ? Alors là, on n'a aucun doute médical. Montaigne n'en avait déjà pas, mais nous, on en a encore moins. Il faut arrêter du jour au lendemain. J'ai fait des efforts, je vais y arriver, ne sort pas de l'emprise addictive. Par contre, il faut utiliser ce qu'on appelle des substituts. Alors, il y a plein de substituts nicotiniques, que ce soit la cigarette électronique, que ce soit les gommes, que ce soit tout ce qui apporte de la nicotine. Pour l'alcool, les choses sont exactement pareilles. Si on a une dépendance physique, c'est-à-dire si quand on arrête 2-3 jours de boire, on a un syndrome de sevrage, il faut pas arrêter tout seul. Il faut être aidé par un médecin. Si on n'a pas de dépendance physique, la seule méthode qui marche est de décider de se mettre à distance de l'alcool complètement pendant au minimum quelques jours, une semaine, un mois. Et puis après, on en trouve tellement de bénéfices qu'on a envie de continuer. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça rappelle cette phrase de Montaigne. Hein, il est avec nous pendant tout cet entretien. Bien vivre, c'est d'abord rester en bonne santé. Bien sûr. Et vous savez, moi, j'ai adoré Montaigne, notamment parce qu'il parle pas de bonheur, vous voyez. Moi, quand on vient me dire comment est-ce que j'accède au bonheur, je dis que si déjà on n'est pas malade, si on a une vie avec des copains et pas trop de maladies, ça me suffit largement comme niveau de bonheur. Donc, vous voyez, plutôt que d'aller chercher une sorte d'épanouissement personnel dont je ne connais pas bien la définition, limitons-nous à des expériences vraiment validées de santé qui vont nous permettre de finir l'année, de la reprendre dans les meilleures conditions. Alors finir l'année, c'est aussi bien manger, ce sont les plaisirs de la table. Hein. Dans quelques minutes, on va recevoir un chef, un grand chef. Apprécier la nourriture, ça fait aussi partie de ce qui nous met de bonne humeur. Et d'ailleurs, Montaigne adorait bien manger et il adorait le Bordeaux.
Ah ben Montaigne a été maire de Bordeaux, donc avait lui-même ses vignes. Alors, là où j'ai été tout à fait malhonnête dans mon livre sur En bonne santé avec Montaigne, c'est que je n'ai pas reproduit les quantités de vin qu'autorise Montaigne pour être en bonne santé, parce qu'on serait très au-dessus de toutes les recommandations sanitaires. Mais en tout cas, le sujet est toujours le même. Prendre plaisir à un bon vin n'a rien de toxique, à la condition qu'il n'y ait pas d'obligation, qu'il n'y ait pas de perte de contrôle, qu'on soit vraiment dans le plaisir et pas dans une quantité à la recherche de l'ivresse ou alors dans une contrainte qui vous oblige à boire tous les jours. Le contrôle, c'est un mot qui m'intéresse parce que on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont très très en autocontrôle, contrôle fric on dit, pour utiliser un anglicisme. Et c'est vrai qu'à cette période de l'année, on se donne pas mal d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024, qui vont dans le sens du contrôle. Alors, il y a le contrôle évidemment dont on parlait tout à l'heure, éviter ses addictions, mais il y a le contrôle de son poids, par exemple, qui peut devenir une obsession, le contrôle dans ses relations amicales et professionnelles. Est-ce que parfois le contrôle n'est pas contre-productif aussi ? Bien sûr, c'est là où on passe, c'est ce qu'on appelle l'échelle subjective des risques. Il y a des choses qu'il faut absolument pas contrôler. On contrôle pas son niveau d'investissement amoureux, que ce soit avec ses proches, avec sa famille. Tout ce contrôle-là serait épouvantable. Mais médicalement, on sait qu'il y a des comportements qui doivent être contrôlés. C'est pour ça que faire rentrer un tout petit peu de santé et un tout petit peu de médecine dans cette question du contrôle, faire la différence entre le contrôle magique, superstitieux, névrotique, qui ne sert à rien, et le contrôle indispensable, ça on peut le faire. Si vous contrôlez pas la manière dont vous conduisez, vous allez avoir des graves soucis. Je ne vais pas inciter à lâcher les contrôles qui protègent, et on peut vraiment faire la différence entre les contrôles qui protègent et ceux qui sont toxiques. Et vous, professeur Le Joyeux, c'est quoi votre bonne résolution pour 2024 ? C'est d'avoir peut-être un peu plus de temps, de me voler un peu plus de temps pour justement ceux qui comptent le plus. Vous voyez, peut-être celles et ceux qui comptent le plus. On est toujours enfermé dans une spirale d'hyperactivité, et c'est vraiment ce que nous dit Montaigne. On n'a probablement pas assez de temps ou assez de concentration pour celles et ceux qui donnent du sens à notre vie, qui leur donne ce sentiment de cohérence et de plénitude dont on a besoin. Merci beaucoup, professeur Le Joyeux, d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Et je rappelle votre ouvrage En bonne santé avec Montaigne en livre de poche.